Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la sécurité web sur les niveaux de NATAF. On va résoudre le level 30 pour aller au level 31. Donc là, on met le lien. On ouvre le lien dans un nouvel onglet. Donc on fait Open Link in tab ou si vous êtes en français, ouvrir un lien dans un nouvel onglet. Une fois que ceci est fait, alors, on met un nom d'utilisateur NATAF 31 ainsi que le mot de passe qu'on a récupéré sur l'exercice précédent ici. On fait copier, coller. Et on ne sauvegarde pas. Donc ici, on a un CVE tout HTML et qui accepte des fichiers CVS. Donc là, il nous dit de sélectionner le fil et de le téléverser. Donc on va essayer de créer un fil malveillant, donc que je fais. Donc dans ce script là, j'ai fait un PHP echo system 4 etc password et il ferme le code en PHP. En fait, ça, il va afficher ce que retourne la commande 4 etc password. Et si on arrive à ce fichier là, on pourrait lire n'importe quel fichier, ou pas n'importe quel fichier, mais beaucoup de fichiers sur le système Linux. Testons ce fichier. Donc on fait browse, on récupère le fichier ici, et une fois qu'on le récupéré, on le téléverse. Et là, ça fonctionne pas. Ça nous met la commande sans qu'elle soit interprétée par la page web. Donc, on peut essayer de voir le code source. Donc, on fait clic droit et on fait Open Link in Mutable. Donc là, on voit qu'on a un index source en PL. Donc en fait, on sait que c'est du Perl. Ça nous le confirme après là. Le fait, le dièse et le point d'exclamation, user bin Perl. C'est en fait quand le script ou quand le fichier Perl va s'exécuter, s'il il est exécuté comme un script, il va savoir qui il faut appeler pour exécuter par exemple le code Perl. Donc là, on sait qu'il utilise le CGI. Donc en fait, le CGI, ça permet de communiquer entre des services web ou des services externes à distance à partir de processus. On a du code source, donc qui nous affiche le code source en HTML, qui nous affiche les informations sur la page, ainsi que les mesures roulantes, etc. Et là, on a le code qui est vulnérable. Donc là, il utilise un CGI, donc là, il établit une communication. Donc cette communication, en fait, elle permet de récupérer le fichier. Et à partir de ce fichier-là, de myFile, CGI, il récupère le paramètre file. Et en fait, grâce à ceci-là, il peut récupérer les informations du fichier. Donc là, par rapport au point virgule dans le fichier CSV, il va séparer les différentes valeurs séparées par une virgule pour les afficher en différents éléments. Donc si i est égal à 0, on dit là en tête, il affiche sous forme de tableau les éléments. Et le problème qu'il y a là, c'est qu'il fait un print, donc il affiche les éléments, mais il échappe tous les caractères spéciaux HTML et il affiche le résultat qu'il a lu dans le fichier ou sous forme de tableau sans élément MySplay. Alors le problème, c'est que ça, escape HTML en Perl, ça nous enlève ou ça nous échappe plutôt tous les caractères spéciaux. Donc ça, il va pas être exécuté par ni le PHP ni le code HTML, ça sera affiché. Après, il ferme le tableau. S'il y a quelque chose qui contient la table de contente, dans le contenu de la table, pour chaque élément, il affiche les données, donc à partir des données externes, donc CGI escape, donc le fichier, code, etc. Et il continue à faire afficher les tableaux. En fait, tant qu'il va voir les éléments, là, il va continuer à boucler et afficher toutes les données sur la page. Et juste là, en fait, on n'a aucune information comment exploiter la vulnérabilité. Tout simplement parce que c'est inhérent à Perl et qu'en fait, c'est une vraie vulnérabilité CVS. Donc, pour comprendre cette vulnérabilité, il faut regarder une documentation où ça a été trouvé pendant le Black Hat AVI 2016 sur The Perl Sham. Donc là, je vais vous expliquer en détail ceci, car c'est une documentation assez intéressante et c'est de plus en plus intéressant parce que ce genre de problème arrive de plus en plus grâce à nos langages de haut niveau. Donc là, on voit la documentation que j'ai récupérée sur le blackhat.com. Donc vous pouvez récupérer ceci sur le lien qui a été sélectionné en haut si ça vous intéresse et je vous le mettrai vraiment sur mon GitHub. Donc là, le Perl Jam 2. Donc là, il nous regarde les previous épisodes, dont les épisodes précédents. Et ça nous explique des choses très intéressantes. Donc sur Perl, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir que les listes sont des expressions. Là, on peut avoir par exemple un tableau et on peut mettre plusieurs variables et des expressions dedans ou des variables de différents types. Ça peut poser un problème. Parce que des fois, on ne sait pas quel type
et avec quel type. Et par exemple, on mélange des mauvais et des bons types. Ça peut être vite fait, ça peut être compliqué. Pareil pour le hash. Là, il a mis ça sous forme de liste. Et par exemple, même le hash, là, il a réussi à mettre une liste dans nos listes. Il dit que les CJ paramètres, donc là, quand on va en paramètres, par exemple la valeur des fichiers ou n'importe quoi, ça peut créer des listes. Donc en fait, ce problème-là peut créer d'autres problèmes qui sont ici. Il nous affiche par exemple que prime CJ paramètre et prend le paramètre fou. Pareil pour l'autre paramètre. Donc ça, c'est que si les listes sont mal interprétées au niveau du programme ou si on peut faire des injections ou des choses comme ça peut poser des problèmes. Les vulnérabilités qui ont été créées pendant qui ont été mis en évidence pendant ce Black Hat. Donc on a eu plusieurs CVE. Donc le premier, c'est Bugzilla, qui a permis de contourner la vérification d'utilisateur. On a eu deux failles de sécurité aussi CVE. Twiki, donc un premier qui permettait de pointer à distance du code, un deuxième qui permettait de téléverser un fichier arbitraire, et le dernier, le mobile tape, qui a permis de faire une injection SQL. Donc là, ils ont été assez méchants au niveau des réponses et tout ça. Et ça crée une polémique, etc. Là, on a les réponses des mecs des perles, etc. Une petite folie, on peut déclarer une variable sans spécifier un data type. Alors ça, c'est un gros problème. C'est que des fois, sur certains langages, qu'on spécifie pas le data type et il essaye de se rapprocher au plus près, mais c'est pas forcément ce qu'on veut. Des fois, il peut transformer plusieurs data types en un autre. Et ça peut créer des erreurs ou des erreurs de perte ou des erreurs du mauvais type, etc. Ça devient de plus en plus préoccupant sur les langages modernes. Aussi bien par exemple sur du Python, sur du Perl, sur du PowerShell, etc. Parce que on veut simplifier des langages grâce à ce genre de type en réduisant le typage, mais en le simplifiant, derrière, on crée des problèmes qui peuvent être résolus que par les développeurs expérimentés. Alors qu'on veut que plus en plus de développeurs soient pas forcément expérimentés, mais qu'on code de plus en plus vite. Donc ça nous met de plus en plus de failles ou de problèmes de mauvais code. Parce que on ne veut plus que les personnes fassent attention ou perdent du temps à écrire du code propre. On veut que les personnes fassent du code, mais que ce soit écrit le plus simplement possible et le plus rapidement possible en ayant le moins de connaissances possible. Là, après, on a le manef. Donc en fait, il dit qu'une fonction déclaration ne peut spécifier les arguments du type de données. Et marqué entre parenthèses, ceci ne devrait jamais être le cas dans aucun des cas. En fait, ça devrait jamais être possible. Alors, en fait, là, on passe les arguments comme si on était en global. Faut éviter ce genre de truc parce que, par exemple, on peut écraser une variable par une autre et sans faire exprès, on peut s'emmêler aussi les pinceaux ou faire des problèmes de sécurité. Et on indique par exemple que cette variable-là, s'il y a un problème de typage, on peut s'écraser par une autre, dans une autre d'un autre type, etc. Donc ça peut être très compliqué de maintenir du code et de le corriger, et de deux, on peut mettre des sérieuses vulnérabilités. Marqué éviter, manef. Parce que les arguments sont de type inconnu que la fonction contient de type de code. Donc, par exemple, là, l'argument, il peut retenir avoir une variable, mais on ne sait pas quel type il est. Et on voit ici que, par exemple, suivant le type ou par exemple, le type de l'argument, on peut afficher des choses qui n'ont rien à voir, et il peut en afficher d'autres s'il ne le trouve pas. Là, il dit qu'ils sont tristes au niveau de ça. Oui, bah tout simplement, ça nous permet d'exploiter certaines choses. On peut injecter des choses dessus, afficher des choses qu'on voudrait, qui normalement ne sera pas possible, et sinon afficher d'autres. Ça, c'est un problème de typage. On peut faire une grosse bêtise avec quand on maîtrise mal le typage, et surtout si on laisse le choix au langage de programmation de choisir le type. Parce que si c'est mal implémenté, ça peut poser des gros dégâts au niveau de la sécurité. Alors, on dit que les hashes et les tableaux sont considérés comme secure, comme sécurisés. Et il ne peut pas être créé par une entrée utilisateur. Ceci conduit à ce type de code. Donc, on a un type de code, et là, en fait, on peut créer un argument. Donc, il y a un argument, et là, on a un hash. Et le problème, c'est qu'à partir d'un certain argument, on peut lui faire exécuter une commande. Donc, normalement, ce type de choses ne devrait jamais accepter une commande ou une entrée utilisée par un utilisateur s'il est capable de l'exécuter. C'est très dangereux parce que par exemple, si le script Perl a certains droits, par exemple des droits hauts comme le droit administrateur, on peut faire des dégâts.
Même en tant qu'utilisateur, on peut faire des dégâts. On peut avoir par exemple un shell reverse ou réussir à afficher des informations que normalement on ne devrait pas avoir. Donc là on dit que les clés de hash ne sont pas entachées. Bon, c'est pas... Bon, ouais. Alors maintenant, récap. Donc là, c'est un récapitulatif de ce qui s'est passé. Donc, les fonctions arguments sont de type inconnu. Ça, c'est très mauvais. Comme on a dit, des types inconnus, ça laisse l'opportunité à créer que le langage de programmation choisisse un mauvais type, comme on a dit au niveau du Perl. Les développeurs, en fait, ils traitent les hash et les arrays comme comme type de données sécurisées. Insérer ces valeurs dans les fonctions sont dangereuses. Oui, parce qu'en fait, on pourra les exécuter. Si nous voulons créer ces types de données, nous pourrons exploiter ce code. Donc là, par exemple, on exploite le problème sur Bugzilla. Donc encore, en Bugzilla, il y a un code qui contient plusieurs fonctions et la gestion de ces fonctions prend des arguments de type scalaire ou non scalaire. Alors, qu'est-ce qu'un type scalaire? En fait, ce qu'on appelle un type scalaire, par exemple, c'est une variable qui contient un seul type. Peut être, par exemple, un type d'entier, un type flottant, un type de caractère, etc. Là, on peut avoir aussi un type non scalaire. Donc là, ça peut être des listes qui contiennent plusieurs types de données différentes. Par exemple, ça peut être une liste qui contient des chars, des objets, etc. Donc ceci est un de ce qui est montré. Donc ici, par exemple, on voit qu'il récupère quelque chose d'une partie d'une base de données. Et on sait que si par exemple on passe quelque chose à partir d'un paramètre qui est égal à h, et ben il peut exploiter cette donnée et l'autre est exactement pareil. Et ça, c'est dû au problème de typage et c'est dû au problème de que on peut être injecté par une entrée utilisateur. Là, on dit que si nous voulons contrôler la variable param, nous devrons contrôler la requête SQL. En fait, c'est simple. En fait, ça veut dire que si on a accès à param, en fait, il faut mettre au moins des choses sécurisées au niveau de l'injection SQL. S'il n'y a aucun moyen de sécuriser ceci, toutes les portes sont ouvertes, on pourra créer n'importe quelle injection SQL. En insertion un hash contenant les conditions de clé. Donc, voilà. Donc là, ils disent comment résoudre le problème en insertion, en insérant hash, etc. Mais il y a un problème. Ils disent que par exemple le CGI, donc les communications entre serveurs distants ou entre programmes distants, etc., ne peut pas nous laisser créer un hash. Donc en fait, la possibilité pour sécuriser la première condition n'est pas possible. La CGI n'est pas la seule méthode d'entrée. Donc on peut utiliser d'autres méthodes d'entrée. Donc comme il dit, là, il y a plusieurs méthodes d'entrée. Donc il a aussi des fonctionnalités qui sont le XML PRC. Donc avec ça, avec le XML, on peut créer et exploiter des vulnérabilités qu'on peut injecter sous Python et à partir de dedans. C'est la même chose avec les données JSON qu'on peut aussi injecter. Les deux, en fait, ils supportent les entrées non scalaires de type de données, donc les non scalaires. Donc, par exemple, tout ce qui est char, int, etc., c'est juste des données où il y a une seule type de données. Si nous utilisons un de ces RPC, on peut envoyer notre malicious hash, bah oui, parce qu'il en fait, il n'y a pas de vérification, etc. Et à la place, on peut réguler aussi quelque chose un paramètre numérique. Et ça peut causer une SQL injection. Ouais, parce qu'en fait, on peut pas, ça, non, comme au-dessus, il nous disait, on peut pas le sécuriser. Donc là, on a un exemple avec le pod JSON, RPC, CGI, etc. Et on a une méthode comment ça a été exploité avec une condition SQL injection. Et ils disent que c'est encore une super attaque super simple et que ça fait depuis 5 ans, plus de 5 ans qu'elle existe. Alors que en fait, là, c'était déjà en 2016. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Donc on dit que par exemple, les exemples qui sont mauvais. Donc un argument inconnu ou de type inconnu, c'est mauvais. Multiple code pour multiple data tick, c'est mauvais aussi. Parce que là, on s'y perd, on sait pas quoi faire et c'est un vrai bordel. Dire que les types non scalaires sont sécurisés, c'est mauvais. C'est pas parce qu'on peut pas, on peut mettre qu'un seul type de variable que c'est sécurisé. C'est faux. On peut toujours faire des exploitations à partir d'une variable. C'est pas parce que, par exemple, dans d'autres langages comme en C, qu'on n'utilise pas les tableaux, qu'on peut pas faire des exploitations avec des entiers, des chars ou des flottes. Maintenant, nous ne pouvons pas relier sur le RPC, on ne peut pas créer des types de data et on peut utiliser des entrées régulières. Donc voilà ce qu'on peut faire. Donc là, il y a un exemple de ce qu'on peut faire par rapport au CJIPM, au Catalyst et au Majolicious. Alors nous, on va utiliser le CJIPM. Normalement, si on regarde
le code source, on reconnaît le CGI. Donc les data qu'on peut rentrer, donc les types de données qu'on peut rentrer. Donc ça peut être scalaire, ça peut être une liste, ça peut être un décrypteur de fichiers, donc en fait qui va pointer vers un fichier, une liste, on peut envoyer plusieurs types de données de différentes données, un scalaire, un entier, un float, etc. Ou une liste de descripteurs de fichiers. Donc ça c'est encore plus pervers. On peut l'envoyer par exemple plusieurs descripteurs de fichiers différents pour lire plusieurs fichiers. Donc ce sera une liste de catalystes. Qu'est-ce qu'on peut faire avec dessus? Une petite data sont scalaires. Donc les types de données scalaires, ça peut être les tableaux, ça peut être un hash, ça peut être une liste. Donc en fait, il peut être de tout type. On peut faire tout et n'importe quoi. Là, les data. Qu'est-ce qu'on doit s'attendre? Donc on doit s'attendre à des arguments de type de données. Donc ça, c'est faux. Il n'y a pas ça. On peut s'attendre à ce que ce soit des hash ou des tableaux qui sont sécurisés. Non, ça, c'est pas vrai. On a vu que ces problèmes-là. On peut s'attendre à ce que l'entrée d'utilisateur soit scalaire. Non, c'est faux. Il peut faire aussi des unions scalaires, etc. Preuve dans une liste ou dans un tableau. Là, on va voir notre propre code. Donc en regardant, là, on reconnaît us tjj warning, us tjj new. Ça ressemble étrangement à notre code. C'est quasiment le même. Donc pareil, là il fait un upload file. Donc myfile égale cj param file. Et là, il va lire le fichier in et il va afficher les informations. Donc tout exactement la même chose, sauf que la différence, c'est qu'après on a un while, donc il va tout lire les fichiers et il va faire les éléments. Et le plus important, c'est qu'il va faire de l'escape HTML, donc il va escaper certains caractères. Donc ça c'est pas écrit dedans. Mais ça va pas empêcher de faire une exploitation. Donc là, c'est le temps de la démo. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce qu'un terminal screen? Yes, application IP config output. Donc là, on va faire l'exploitation avec IP config. Mais sur notre propre site, nous, c'est pas IP config qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le mot de passe. Donc en fait, c'est un descripteur de fichiers qui nous intéresse. Donc il est marqué que si CJ upload false, en fait, upload est supposé vérifier le fichier si le fichier paramètre est un fichier qui a été téléversé. Dans la réalité, en vrai, en fait, upload vérifie si un des fichiers est un fichier uploadé. Donc en fait, ça c'est complètement débile, c'est qu'en fait, il vérifie un des fichiers qui soit uploadé. Et comme on l'a dit au-dessus, là, on peut mettre plusieurs types de variables. On peut une liste de fichiers, une liste de décrypteurs de fichiers, et dans cette liste de décrypteurs de fichiers, on pourra lui dire de pointer vers plusieurs fichiers. Donc ça pose déjà un gros problème. C'est-à-dire, il va tester le premier qui est bon, il va peut-être être pas malveillant, mais par exemple, le deuxième, il va peut-être être malveillant. Il dit que les fichiers qui sont téléversés et qui sont assignés à un scalaire ont tous les mêmes paramètres et ceci fonctionne. Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, il faut comprendre que ici, là, l'explication Pinnacle, c'est que par exemple dans myfile, CJ paramFile, il dit que paramètre retourne une liste, c'est ça qui est intéressant, de tous les paramètres, les valeurs, mais que seulement la première valeur est insérée dans le fichier. En fait, c'est comme les variables en PowerShell, où on sait, quand on récupère les arguments, quand on exécute un fichier, et en fait, c'est toujours le premier argument qui est le fichier. Et ça peut poser un problème. Et il dit que la valeur scalaire est assignée en premier et que le fichier peut être assigné sur notre scalaire value, donc notre propre variable scalaire. Donc par exemple une chaîne de caractères, etc., le nom du fichier, etc., ou un file descriptor, à la place du fichier qui a été téléversé dans le descripteur des fichiers. Donc on peut mettre notre propre fichier à lire à la place du descripteur des fichiers qui a été envoyé. Ils disent que maintenant le fichier est une chaîne régulière, donc une simple chaîne. Et ils disent qu'il y a une autre vulnérabilité. Par exemple, dans while, entre parenthèses et chevrons supérieur-inférieur du fichier, en fait, ils disent que ceci ne fonctionne pas avec les chaînes, sauf avec la chaîne donc argv. Et dans ce cas, il va boucler à travers les valeurs d'arguments, donc les valeurs des arguments arg. Et il insère à chacun une fonction, un appel open. Donc en fait, sur chaque argument, il va essayer d'ouvrir, par exemple, sur le descripteur de fichier, chaque chose qu'on lui envoie. Donc c'est-à-dire que maintenant, on peut lui forcer pas ouvrir un seul fichier, mais plusieurs fichiers. Et sûrement lui forcer à ouvrir les fichiers qu'on veut.
Et là, ils le disent. Ils disent, à la place d'afficher notre fil, le contenu de notre fil qui a été téléversé, nous pouvons maintenant afficher le contenu de tous les fils, de tous les fichiers que nous voulons. Donc ça, c'est vrai que je vous ai dit. Mais en plus, on peut faire quelque chose encore plus grave. On peut exécuter du code. Donc par exemple, injecter du code, faire un reverse shell, faire des choses pas très belles. Là, il nous explique qu'en fait, pour exécuter du code, on fait un open file descriptor, donc on ouvre le petit crypteur des fichiers et qui nous donne le chemin du fichier. Néanmoins, le caractère pipe ou caractère très vertical, s'il est ajouté à la fin de la chaîne, en fait, il pourra exécuter. Donc dans ce cas, donc il dit dans ce cas, open, maintenant exécute ce fichier. En fait, il active une exec prochecal. C'est super dangereux. Donc nous, qu'on va faire, c'est qu'on va pas mettre le pipe, on va mettre le nom de nos fichiers à lire et on aura en retour le mot de passe. Donc là, il nous explique comment faire une exploitation. Donc post, test TGD, ipconfig. Donc on peut faire un post soit avec des fichiers avec sur Firefox, soit avec Perf, soit avec etc. ou soit avec curl. Donc nous on va le faire avec curl après. Donc là il nous explique une démonstration. Donc en fait là par exemple ils ont mis ipconfig, il met le pipe, il met le contenu, form data. Donc ça c'est un contenu du post pour dire quel type de fichier c'est, quel est son nom plutôt, et on met argument v. Là on lui passe les plusieurs fichiers, les crypteurs de fichiers, et là ça va nous afficher le contenu du fichier. Donc là, ça nous explique une vulnérabilité qui est ici, qui est très intéressant. Ça peut fonctionner. Alors, comment une personne peut savoir que le code peut être exploité alors qu'il n'y a aucune appel de exec, que aucun fichier ne peut être sauvé quelque part et que nous pouvons seulement utiliser print. En fait, ils disent que ce problème c'est seulement responsable du fiasco qui est en fait le langage Perl. Là, ils sont vraiment méchants les personnes qui disent ça. Mais bon, c'est un peu le cas de la simplification des langages et le fait que dans beaucoup de cas, il y a des choses qu'on ne veut pas corriger pour des problèmes de rétrocompatibilité, etc. Ou pour faciliter aussi la programmation du développement de certains langages ou de logiciels pour développer le plus facilement possible. Donc ils disent que Perl est mort, donc Perl est l'un des seuls qui augmente les listes ou qui est silencieusement. Donc en fait il va rajouter des choses dans les listes mais sans qu'on le sache. Perl c'est le seul qui est capable de mélanger plusieurs types de data. Donc ça peut poser un problème. Et Perl est le seul qui exécute les entrée utilisateur. C'est très dangereux parce que si on veut pas qu'il exécute l'entrée utilisateur mais qu'il le fait lui-même, c'est la boîte de Pandore, hein, on fait ce qu'on veut. Hein. Ils disent que Perl n'est pas le problème. Non, c'est le contraire, ils disent que Perl c'est le problème, mais n'est pas les développeurs. Alors pour moi c'est un avis perso. La responsabilité c'est aussi bien Perl que le développeur. Parce que Perl peut avoir des grosses failles de sécurité, mais les développeurs peuvent faire pression pour corriger les problèmes ou soumettre des solutions aux problèmes ou faire des documentations comment réduire les types de problèmes ou utiliser des bonnes méthodes de développement. Ils disent qu'ils n'ont pas à corriger ceci, que plusieurs codes crades ou plusieurs choses mal faites a été faites dans Bugzilla. Il y a des problèmes dans le CJPM, ils disent que la plupart des choses dedans c'est pas bien. Là, ils demandent que garder ce qui fonctionne sur Perl 5 et de corriger ce qui ne fonctionne pas et d'ajouter ce qui manque. Donc en fait, c'est là ce qu'ils demandent, c'est d'améliorer le langage. Ils disent que Perl est mort et arrêter d'utiliser Perl au moins dans les environnements CGI. Donc en fait, ils peuvent accepter les entrées développeurs, ou utilisateurs plutôt, et suivant en fait, elle passe du temps dans les requêtes web, etc. Après, en tant que moi, j'ai pas d'expertise sur l'amélioration de Perl, si ça a beaucoup bougé au niveau de ça. Dans le monde réel, au niveau des langages de programmation, il faudrait voir si motivation de sécurité et surtout s'il y a des bonnes techniques pour former les développeurs à ce genre de problème. Donc exploitons ce problème. Donc exploitons cette vulnérabilité. Donc là, on va faire un curl. La première chose, on va lui mettre en paramètre U. Donc en fait, c'est le mot de passe et le nom d'utilisateur qu'on a besoin pour se connecter au début. Après, on lui met bien le nom du site, l'index qui était en Perl, comme on l'a vu tout à l'heure. Et après, on lui met en paramètre
etc natas webpass natas32. Donc ça c'est le chemin ou le fichier qu'on veut lire. Comme on dit là, on lui dit de ouvrir le fichier avec file. Donc on lui met file argument v pour exploiter la vulnérabilité, qui met tout ça dans une liste, et un deuxième qui file test.clv. Donc c'est pas obligé, mais bon. Le problème, c'est que grâce à ceci là, ça va être détourné et il pourra lire le descripteur de fichier qui pointe sur le etc natas webpass natas. En fait, ça va être transformé là-dedans et on pourra lire ce fichier. Donc on va exploiter. C'est exactement le type d'attaque qu'on a dans l'application que vous avez fait avant. Une fois que ceci est fait là, on a la page web et on a le mot de passe qui est ici pour natas32. Qu'est-ce qu'on a appris? Là, on a appris pas mal de choses. On a appris comment exploiter certaines vulnérabilités sur Perl, quel type de problèmes qu'on peut avoir sur, par exemple, le langage Perl, mais qui sont inhérents aussi au langage de haut niveau. Donc, c'est très intéressant. Et de savoir aussi qu'on a appris qu'en fait, un langage, en simplifiant trop les choses, en faisant pas de vérification derrière, peut poser des graves problèmes. Alors, en fait, des fois, on se dit, bon, bah, on va dire, c'est plus facile à maintenir, corriger rapidement, mais en fait, non. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus et à vous abonner.